Je donne la parole à Ariel Veil, monsieur le maire de Paris-Centre pour le groupe Paris en commun. La maire. Alors, comme j'aime pas me répéter, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit au Conseil de Paris précédent à propos de la situation financière de Paris, mais seulement apporter quelques petits commentaires. D'abord, sur la situation financière et la dette parisienne, cette situation n'a pas changé. Les actifs de la ville assurent toujours à ses prêteurs, qui sont d'ailleurs toujours aussi enthousiastes sur les marchés, une immense sécurité, parce qu'elle est gagée par d'immenses actifs. Rien n'a changé, sauf peut-être une nouvelle annonce, le 28 octobre, celle d'une deuxième agence de notation, Fitch en l'occurrence, qui, après Standard & Poor's, confirmait la note de AA- de la ville et sa perspective stable. Pour le contexte, il faut rappeler que la note de la France, qui est un État souverain et qui, contrairement à la ville, peut financer, et d'ailleurs le fait, son budget de fonctionnement par la dette, qui peut utiliser la loi aussi, comme il vient de le faire, pour équilibrer son budget, et à ce titre donc détient la meilleure note publique de AA. Cette note vient, elle aussi, d'être confirmée le 4 novembre avec, quant à elle, une perspective négative. Voilà pour les leçons de l'État. Et voilà aussi pour celles et ceux qui tentent encore de berner l'opinion en évoquant une mise sous tutelle financière, les mots sont dans le journal encore ce matin, voire une faillite. À quelle fin? C'est la question que je me posais, mais pourquoi? Sans doute pour masquer l'absence de toute proposition concrète et crédible. Parce que, et je le disais aussi le mois dernier, j'espérais que face aux choix difficiles qui seraient inéluctables lors de nos discussions budgétaires de ce Conseil, que l'opposition serait au rendez-vous. Je parle de l'opposition de droite et vous voyez comme moi les bancs vides. C'est une réponse assez ironique. Au fond, on peut dire que l'opposition, groupe de Rachida Dati, a posé un lapin aux Parisiens. Et je salue les groupes centristes qui sont demeurés seuls pour débattre avec nous. Vous débattez, vous avez fait des propositions, merci à vous. Le mois dernier, je rappelais également que pour la ville de Paris, les transferts mandatés par l'État, et vous l'avez tous rappelé, sont désormais négatifs, que la ville reçoit plus qu'elle transfère plus qu'elle ne reçoit, ce qui est une situation inédite. Et qu'enfin, évidemment, il était normal que notre municipalité cherche à augmenter ses recettes. Cela non plus n'a pas changé. Ce qui, en revanche, a changé, c'est l'éventail des possibilités de recettes. Car des solutions, la ville de Paris, les membres de plusieurs groupes au Parlement, de nombreuses villes, indépendamment d'ailleurs de leur couleur politique, en ont cherché et en ont fait. La situation critique des finances des collectivités locales n'a pas changé depuis le mois dernier, mais la loi de finances, adoptée par une procédure qui a permis de s'affranchir de la grande majorité des amendements, dont ceux qui étaient d'ailleurs transpolitiques parfois, auraient permis de donner de l'air aux collectivités locales, a permis de balayer chacune de ces propositions. Certaines ont été rappelées, et je ne vais sûrement pas les souligner toutes ici. Il y en a eu de nombreuses qui avaient le soutien d'autres communes. Je voudrais simplement en souligner au moins une qui me paraît la plus absurde et la plus emblématique, vous l'avez rappelé Madame la maire, c'est le tarif de séjour pour les palaces parisiens qui est plafonné aujourd'hui à un montant absurde et qui est à la fois une inéquité car elle rompt les conditions de concurrence loyale avec les hôtels plus modestes dont nous avons besoin, mais également une aberration économique qui consiste à ne pas introduire de proportionnalité, ou quasiment pas, dans cette taxe, alors que notre ville continue d'attirer les visiteurs du monde entier, comme jamais. Ce qui est une source de revenus, mais aussi de coûts importants. Je pense notamment à la propreté, et évidemment dans le centre de Paris, où nous avons le plus grand point de rencontre culturelle du monde, peut-être. Cette mesure aurait permis à elle seule d'éviter une mesure fiscale qui affecte les Parisiens. On peut citer d'autres absurdités, et on peut aussi citer pour mémoire la demande d'indexation de la dotation générale des finances réclamée par l'Association des maires de France, par de nombreuses communes, tout en ajoutant d'ailleurs qu'elle n'aurait rien changé pour Paris, puisque nous ne recevons plus rien. Ou pardon, 40 000 €, vous l'avez souligné, Madame la maire. Et puis, je disais enfin qu'il était indispensable de continuer à investir, notamment en matière d'action climatique. C'est un choix que nous faisons pour les générations futures. C'est d'ailleurs celui pour lequel nous avons été élus. Dans ce contexte, et avec d'importantes mesures d'économie budgétaire et de réformes structurelles, Rémi Féraud l'a rappelé tout à l'heure, bien la ville utilise l'un des rares leviers à sa main, la taxe foncière, avec des exceptions notables, non seulement pour les plus vulnérables des propriétaires, mais aussi pour celles et ceux qui vont investir dans l'éco-rénovation
ô combien nécessaire, qui sera profitable pour eux et pour la collectivité. En ce sens, cette mesure fiscale est aussi une mesure d'incitation à la transition. Et si je peux avouer, Madame la maire, une divergence avec vous, c'est que, mes témoins, que pour ma part, j'ai toujours défendu le maintien de cette marge de manœuvre fiscale. Non seulement parce que la taxe foncière parisienne était depuis longtemps inférieure à celle des autres communes de France, mais aussi parce que c'est l'instrument d'une indépendance financière pour les États comme pour les villes que de pouvoir ajuster leur fiscalité à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Cela fait partie de notre attractivité pour les investisseurs qui prêtent volontiers à la ville. C'est la garantie de notre indépendance tout court. Alors comme d'autres, et tandis que je continue à payer le remboursement de mon logement, je paierai aussi cette augmentation de la taxe foncière. Parce que le service public est notre immense richesse collective. Et que le plus grand danger pour une ville, ce qui conduit à sa faillite, et on l'a déjà vu dans l'histoire, c'est d'arrêter d'investir. Merci. Merci beaucoup pour vos propos éclairés, cher Ariel Weil.